Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet événement sur la DSN partie 2. Alors pourquoi partie 2? Parce que pour ceux qui étaient parmi nous, l'année dernière, vous avez vu la partie 1 sur la partie DSN. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Badia et de Nicolas Bourget, que je ne vous présente plus puisque ce sont vos interlocuteurs, une partie d'ailleurs, de vos interlocuteurs privilégiés en paye. Voilà. Et ils ont trouvé nécessaire, effectivement, au regard des interventions qu'ils ont faites avec vous, de pouvoir mettre sur pied ce webinaire aujourd'hui, qui va durer à peu près 1 heure. On va essayer d'être dans le timing et vous présenter en fait les best practices pour pouvoir mener à bien et anticiper toutes les corrections sur vos DSL. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez sur les logos cet événement organisé par Synergie, mais pas que. Synergis, on vous a expliqué, euh, c'est associé en métropole avec une société qui s'appelle Parinet Informatique, qui fait exactement le même travail que nous. Voilà. Et aujourd'hui, merci, merci, merci. Et aujourd'hui, donc, il nous accompagne sur cette opération, puisque Parinet Informatique, qui est à Périgueux, a aussi des clients de paye. Ils sont tout aussi concernés que nous sur les corrections de la DSN. Donc, pour les clients de Parinet, bienvenue sur cet événement DSN. D'ailleurs, vous serez désormais associé à toutes les communications de paye qui pourraient être faites au sein de tout le pôle informatique. Voilà. Donc, je voulais vous présenter les animateurs. Les photos, vous les connaissez, vous les voyez sur la caméra. Thomas Badiac, donc, qui est notre responsable technique sur Synergis Martinique et qui travaille aussi pour Parinet Informatique. Et Nicolas Bourget, consultant formateur, je ne vous présente plus, donc sur Synergis Martinique aussi. Vous allez me dire, ah, mais il n'y a que des Martiniquais. C'est-à-dire que les Guadeloupéens, ils sont à la hotline. En attendant, vous les connaissez, faut bien avoir de la continuité. Donc pour ma part, donc, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial donc, de Synergis. Donc je m'occupe de la partie commerciale. La plupart d'entre vous me connaissent. Voilà. Donc cette opération a été menée donc conjointement avec Parinet et Synergis. C'est une collaboration qui va durer dans le temps puisque nous sommes associés désormais dans les affaires. Voilà. Donc je vais laisser rapidement le mot à Thomas ou à Nicolas. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, qui prend C'est la main Nicolas. en premier. C'est Nicolas. Messieurs, c'est à vous. Je vous laisse. Merci JC. Alors bonjour à tous. Du coup, on voulait faire ce petit point. On trouvait ça normal de vous représenter un petit peu toutes les nouvelles normes. Ces dernières années, les organismes ont affiné un peu la lecture de la DSN et ont fait évoluer les normes rapidement. Donc on essaye de, de se mettre au pas et de voir ce qui est possible. Les organismes font de plus en plus de contrôles et sont capables de vérifier la cohérence entre les données que nous envoyons et de recouper les anomalies et de vous faire des retours, vous les entreprises, assez rapidement. Donc dans notre sommaire, nous allons avoir une partie 1 sur l'envoi de la DSN. Pour la partie 2, la réception de la DSN et les retours des organismes. Sur la partie 3, on l'a découpé en 2, donc comment anticiper les erreurs et ensuite comment corriger efficacement. Et enfin, on finira par une question-réponse. OK? Voilà. Donc j'espère que restez attentifs, essayez de poser vos questions, peut-être à la fin, peut-être que vous aurez vos réponses. Et essayez de suivre au fil de l'eau toutes les slides. OK? Alors, j'interviens juste. C'est pas peut-être. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau via l'interaction sur la partie conversation, puisque voilà, puisque nous avons donc une personne à charge, donc qui va s'occuper, autant se faire se peut, de répondre à vos questions au cours de la séance. Donc, comme vous le voyez en fin de partie 3, nous avons un volet questions-réponses. Alors, ce volet questions-réponses a été placé là sur un point de vue général, hein. Vous comprenez que, vu le nombre d'invités que nous avons, on ne pourra pas faire du cas par cas sur les DSN. Vous savez tous de quoi je parle. En revanche, sur la partie conceptuelle et ce qui a été présenté, voilà, c'est ça qui sera sur les questions-réponses. Si vous avez des questions précises, si vous avez besoin d'avoir une intervention de l'un de nos consultants,
faites-le via la conversation. Nous avons du monde derrière qui va s'occuper de ça et de vous répondre, éventuellement de prendre un rendez-vous avec vous. Je vous laisse, les garçons, c'est à vous de jouer. Et je me lance du coup sur la partie 1. Bonjour à tous. On avait échangé effectivement il y a 1 ou 2 ans maintenant sur cette première partie autour de la DSN. Et comme disaient Jean-Christophe et Nicolas, on trouve important de revenir vers vous avec ce grand changement. Qu'est-ce qui a changé depuis? Parce que nos amis de Bercy et nos amis de Net Entreprise ne se sont pas tournés les pouces et ont fait évoluer la DSN, que ce soit d'un point de vue fonctionnel avec les différents éléments qu'on va pouvoir déclarer à l'intérieur, que ce soit peut-être aussi d'un point de vue contrôle et vérification de cohérence. Et tout l'intérêt, en fait, et vous le verrez, et vous l'avez sans doute vu même déjà depuis le mois de janvier, c'est que notre entreprise vérifie de plus en plus les cohérences. C'est qu'on vérifie plus simplement que, mettons, un salarié dont le numéro de sécurité sociale commence par 2 et bien une civilité, que ce soit madame ou mademoiselle. Mais les logiciels de notre entreprise et des organismes destinataires vérifient aussi que 1 + 1 fasse 2. Et vous verrez ça en dernière partie avec Nicolas. Finalement, en fait, les différents cas qu'on a essayé de récolter à droite à gauche, la liste ne sera jamais exhaustive. L'idée, c'est simplement de vous donner le maximum de billes et de vous rappeler qu'on est tous ensemble côte à côte à travailler sur cette DSN. Vous le verrez dans ce slide, j'ai essayé de représenter un peu tout le flux schéma de la DSN. On va pas se mentir, vous l'avez vu depuis 5 ou 6 ans maintenant avec la DSN. Alors la DASU informatisée avait déjà apporté ça. La DSN l'a professionnalisé et là on a des flux qui sont de plus en plus fins et de plus en plus intelligents. Alors, dans un sens, très bien, important, c'est chouette parce qu'on a de moins en moins d'actions à faire pour diffuser un maximum d'organismes destinataires. À l'opposé, les contrôles sont de plus en plus poussés. Et on ne va pas se mentir, la paye s'industrialise, elle est de plus en plus automatisée et standardisée. Et en fait, un peu, et ça, nos amis qui font à la fois la paye et la comptabilité comprendront l'image, un peu à la manière du FEC comptable. La DSN, c'est devenu un standard. C'est devenu un standard d'échange inter-entreprise, par exemple pour changer de logiciel, pour échanger des données facilement et pour pouvoir construire par exemple un reporting sur des groupes qui pourraient avoir différents outils. C'est devenu aussi un échange standardisé, par exemple, sur des outils de prévision, de calcul de provision sur la retraite. Et de manière générale, la DSN est devenue de plus en plus standardisée auprès des organismes. Et comme vous le voyez ici, en fait, j'ai essayé de représenter, on a essayé avec Nicolas de représenter un schéma qui nous semble tout simple, mais qui est un schéma de vérité. Depuis l'entreprise, on envoie la DSN à notre entreprise qui fait un premier tri. Il vérifie globalement que ce qui est carré doit être carré, ce qui est rond doit être rond. Théoriquement, si par exemple j'ai un numéro de sécu, je reprends mon exemple, qui commence par 2 et que j'ai une civilité madame, parce que oui, la DSN et notre entreprise croient encore aux madame et aux mademoiselles, alors ça vérifie que la personne est bien un nom de famille, par exemple, en plus qu'un nom marital. Une fois ce cap passé, la DSN et surtout notre entreprise va distribuer la DSN, on va dire, par morceaux aux différents organismes, que ce soit ici aux organismes complémentaires, la prévoyance, la mutuelle, que ce soit ici aux impôts et à nos principaux amis avec lesquels nous travaillons les plus souvent, enfin, avec lesquels nous sommes amenés à travailler avec vous le plus souvent possible, enfin le plus régulièrement, à savoir l'URSSAF et l'Agir Carco. Et ces organismes, en fait, ont compris tout cet enjeu. Finalement, la DSN, c'est un peu la carte de l'entreprise. C'est une carte qui va être et précise et grossière en même temps, dans le sens où on le verra un peu par la suite. On va retrouver des informations extrêmement précises sur qui sont les salariés dans l'entreprise, et de manière un peu plus grossière en disant, voilà, grosso modo les primes, voilà, grosso modo les éléments d'absence, et ainsi de suite. On va pas se mentir, à la manière de la facturation électronique et du fichier FEC, la DSN va devenir de plus en plus précise et demandera de plus en plus d'informations. À terme, le fait est que ce fichier deviendra quasiment universel pour tout déclaratif. Donc une fois cette DSN découpée, on va dire, et envoyée aux différents organismes, les organismes vont faire appel des cotisations à travers les versements qui ont été indiqués dans la DSN. On va y revenir un peu plus tard. Au fond, ces appels de versement, ça correspondra aux autorisations de prélèvement, par exemple, que vous avez faites, ou aux indications, par exemple, d'un paiement par chèque ou par virement. Mais en échange,
Et c'est tout l'enjeu, et surtout depuis le début de cette année avec ce nouveau contrôle H+4. J'en parle juste un instant là, mais on en reviendra plus en détail par la suite. Ce nouveau contrôle H+4, les organismes en fait vérifient finalement une cohérence extrêmement rapidement, de manière à vous laisser l'occasion de faire une DSN à nulle remplace. On y reviendra tout à l'heure. L'idée simplement, c'est que de la même manière que l'entreprise va pouvoir envoyer, les organismes doivent envoyer des comptes rendus métiers, des CRM qui vont aider à fluidifier la DSN, vous aider à corriger, des fois par des énigmes proposées par les organismes ou avec des éléments plus clairs, et simplement finalement de fiabiliser la donnée. L'objectif final, c'est que ça puisse être un échange universel, fiable, qui contienne toutes les informations. C'est certes, n'allons pas nous mentir, un peu pénible de recevoir pour chacun, ah ben oui, il manque ceci, ah ben oui, il manque cela. Mais petit à petit, il est agréable d'avoir une DSN qui passe naturellement et qui renvoie les informations de manière, qui, à travers les organismes, permet de renvoyer des informations qui soient fiables et claires. Ce schéma-là, en fait, pour ensuite l'illustrer dans la paye. Et finalement, pour se rappeler un peu le découpage des différents éléments envoyés dans la DSN. Alors, certains d'entre vous vont se dire, ouais, c'est bon, je le sais déjà, mais au fond, il est toujours bon de se rappeler un petit peu ce qui est renvoyé, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont être naturellement, qui vont nous sembler naturelles, et des éléments qui vont nous sembler peut-être moins évidents. Ici, illustré à travers le module déclaration sociale qu'on tutoie tous maintenant, on connaît tous par cœur, c'est le module déclaration sociale. Les 3 premiers blocs, finalement, l'envoi, la déclaration, l'établissement, finalement, c'est pas qu'il n'y a rien de spécial à déclarer, c'est simplement, ce sont les données à contrôler de temps en temps. Ici, en fait, on va renvoyer les informations concernant l'émetteur. Alors, ça peut être la personne humaine, l'humain qui va envoyer la DSN, mais ça pourrait être aussi la directrice ou le directeur de la société, le DRH ou le responsable de groupe, par exemple. On va retrouver aussi quel est l'établissement concerné. On se rappelle que la DSN ne déclare pas une entreprise, mais un établissement. Et effectivement, un découpage, je prends une entreprise, par exemple, qui sera à cheval entre la Guadeloupe et la Martinique, entre, par exemple, Bordeaux et Périgueux, pourrait avoir plusieurs établissements à déclarer. Donc, autant d'établissements à déclarer que d'établissements existants auprès des différents, de l'URSSAF, de la retraite et ainsi de suite. Attention, petite précision en passant, c'est une fois que l'URSSAF vous a dit que les établissements étaient radiés, enfin l'URSSAF et même les autres organismes, qu'il faut arrêter d'envoyer la DSN. En théorie, vous pouvez être amené à envoyer une DSN vide de salariés pendant 1 an, 2 ans, le temps que le nécessaire soit fait de leur côté, ou pourquoi pas du vôtre. Mais surtout, ce qu'on voit de l'autre côté, ce sont des éléments ici, honoraires et individus non salariés. Alors les honoraires, on en entend parler de plus en plus, parce que historiquement, on envoyait ça à travers la DASU, puis ensuite la DASU et la DAS2. Maintenant, les honoraires sont pas envoyés à travers la DSN. Finalement, comme on dit, ça remplace la DSN. Les bénéficiaires et les honoraires sont à saisir directement, mais si vous avez des questions, contactez nos assistants, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais les bénéficiaires et les honoraires sont à saisir directement depuis la liste des DSN sur la partie haute. Et une fois votre DSN générée, et pourquoi pas régénérée si elle était déjà existante, les honoraires de s'afficher. Donc, ça devient le moyen de déclaration des honoraires. Et on sait bien qu'avec l'alias qui arrive et qu'avec la fin d'année qui est pas si loin derrière nous, on a eu à se poser la question de savoir comment déclarer les frais d'expert comptable et ainsi de suite. Et ensuite, on va avoir cette mystérieuse case individu non salarié qui, je l'avoue, n'est pas forcément très communément utilisée parce qu'elle va répondre à un besoin particulier. Inconsciemment, on pourrait tous se dire que ça pourrait correspondre à des salariés qui ne rentrent pas dans l'angle du PASS ou ne rentrent pas dans l'angle DSN. Sur des salariés de populations spécifiques, comme les avocats ou certains métiers très particuliers. En fait, non, ça sert, et ce bloc-là sert à déclarer ou à corriger, surtout, à corriger ou à régulariser une information spécifique sur un salarié ayant quitté l'entreprise. Information spécifique, ça peut être un numéro de sécu, une erreur sur le PASS, et ainsi de suite. Ces informations, c'est vous, dans votre utilisation, qui allez vous rendre compte qu'il manquait telle ou telle information, ou le salarié de revenir vous voir après avoir été au Pôle emploi pour déposer et créer percevoir ses droits, de dire non, ils ne me connaissent pas, ils me disent que le numéro de sécu n'existe pas, ou ainsi de suite.
nous serions amenés à passer par ici, par un individu non salarié, pour corriger tout ça. Mais faisons en sorte, déjà, et on va voir ça sur la suite, de proposer et d'envoyer des DSN qui soient les plus fluides, les plus cohérentes, déjà au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de la présence des salariés dans l'entreprise. Et en fait, cette DSN va être, la partie qu'on va envoyer chaque mois, la partie sur laquelle on va se concentrer chaque mois, cette partie, elle est double. Je reviens ici dans l'onglet précédent, volontairement. On va retrouver ici l'information concernant les versements. Donc finalement, ce sont les informations à destination des caisses. C'est soit pour la partie URSSAF, la partie agrégée et la partie versement, et pour tous les organismes de manière générale, cette partie versement. Et dans une deuxième étape, et on en rediscutera, ça fera écho justement à cette notion d'individu non salarié, mais la partie détaillée par salarié. En gros, qu'est-ce qu'on envoie au sujet d'un salarié, du salarié final. Faisons un zoom ici sur le découpage de cette DSN et cette partie agrégée. Cette partie agrégée, comme vous le voyez ici dans la slide, est très spécifique, et vous le savez déjà, à l'URSSAF. Il devait y avoir, ça a été annulé par le Conseil d'État en novembre ou en octobre, la retraite devait être elle aussi déclarée, pareil comme ici, comme telle qu'on la connaît à travers la DUX. Et finalement, la retraite devait être donc déclarée comme l'URSSAF. Pourquoi ? Parce que la retraite devait être recouvrée par l'URSSAF et ensuite l'URSSAF de redonner les sous à la retraite. Ça a été mis de côté, ça a été mis de côté pour le moment. A priori, ça ne devrait pas revenir tout de suite, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une petite surprise. C'est pas volé dans l'absolu parce que ça nous permet de n'avoir à nous concentrer pour le moment que sur ce bloc versement et sur ces données agrégées dédiées à l'URSSAF. Et ces données agrégées, elles ont toute leur importance. Vous les connaissez depuis toujours. C'est finalement la DUX historique qu'on envoyait avec les blocs 100A, 100D, 100P. Et par la suite, les autres blocs, le 900 pour le transport et ainsi de suite. L'idée, en fait, c'est que dans ce bloc agrégé, et c'est extrêmement important, plus que d'avoir le montant que vous savez, versement qu'on va comparer avec l'état résumé de cotisation, finalement, tout ce bloc de données agrégées ici doit être cohérent avec l'état résumé de cotisation que vous allez produire à partir de la paye. Pourquoi est-ce qu'il doit être cohérent ? Parce qu'en fait, toutes les rubriques de l'URSSAF, et il n'y a pas d'exception, sont attachées à un code CTP ou un code DUX, comme on les appelait traditionnellement. Le 100A pour le code accident du travail, le D pour le déplafonné, le P pour le plafonné, le 900 pour le transport, et ainsi de suite. On le verra plus tard, et c'est Nicolas qui nous illustrera. Ce bloc-là, c'est un énorme pourvoyeur de correction et de demande de correction de la part de l'URSSAF. Parce qu'en fait, et ça, c'est de plus en plus mis en avant, et vous l'avez sans doute vu et aperçu à travers les CRM qui ont pu vous être remis, en fait, ce bloc-là est comparé avec le montant qui est déclaré à l'échelle individuelle, à l'échelle salariée. Donc, l'objectif est de contrôler, de vérifier, de s'assurer que toutes ces cotisations soient bien rattachées au bon code DUX, et soit bien déclaré de manière cohérente. On n'est pas à l'abri d'une petite folie. Je vous partage une anecdote qui date d'hier. Avec une cliente qui fait partie de la réunion aujourd'hui, on est resté peut-être 1h30 à comprendre pourquoi un courrier de l'URSSAF l'invitait à ne pas déclarer certains salariés spécifiques sur un code DUX. On a fouillé toutes les DSN sur le site de l'URSSAF, ainsi de suite. Ce code DUX n'a jamais été déclaré. Donc, elle va prendre rendez-vous avec l'URSSAF pour avoir une explication. En l'occurrence, elle fait partie d'un secteur assez particulier, comme le BTP, le journalisme ou autre, mais on lui reproche, entre guillemets, d'avoir déclaré sur les NIM, sur la partie, sur la déclaratif maritime des marins. L'idée, simplement, à travers ça, c'est de se dire que cette DSN, on en est responsable, on l'envoie tous ensemble, vous l'envoyez de votre côté en autonomie tous les mois, mais de rester attentif aux éléments qui vous sont proposés ici au niveau des cotisations agrégées. Un repère facile et une erreur qui remonte souvent, si vous apercevez dans votre déclaratif agrégé, comme ici, plusieurs blocs 100A, 100D, 100P, signalez-le ou regardez de votre côté. C'est que normalement, le logiciel n'arrive pas à regrouper certains éléments. Il y a des bases qui ne sont pas forcément identiques. Donc, le premier repère que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, OK, si je regarde ma DSN,
On est ici tout début avril. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore fait partie de la DSN, surtout ceux qui sont en 15. Jetez un coup d'œil, de vérifier que vos cotisations agrégées soient bien regroupées, que vous ne retrouviez par exemple qu'un code 100A, 100D et 100P. Ouais, je fais juste une aparté, Thomas, tu as raison de souligner ça. Sur le code 100, en fait, sur Sage, la présentation devrait être, vous devriez avoir que 2 lignes de code 100. Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous en avez 3, 4, dites-vous qu'il y a un problème. Donc là, sur la capture écran de Thomas, il y a 2 lignes, une avec le taux AT et autre chose, et une deuxième ligne. Pas Et la plus. partie plafonnée, effectivement. Voilà. C'est Donc si vous effectivement, voyez, tous les mois, c'est un des contrôles que je ferais, en tout cas, si j'étais responsable paye pour avant d'envoyer la DSL. Essayez de vous noter ça. je fais une petite aparté, mais on vous enverra ce PowerPoint, on vous enverra ces slides et les réponses aux différentes questions qui nous sont posées. Si on n'a pas l'occasion d'y répondre pendant la réunion, on travaillera, Nicolas et moi, à répondre à vos questions et à vous diffuser à tous et à toutes le PowerPoint qu'on a préparé, parce qu'effectivement, il y aura toujours des infos et ça sera toujours intéressant, même ne serait-ce qu'à présenter, même en interne. De la même manière, je reviens juste un peu en arrière, de la même manière qu'on va avoir une déclaration agrégée, on va avoir un déclaratif individuel. Et c'est ce que les organismes vérifient de plus en plus. Est-ce que ma partie agrégée ou ma partie versement, parce que mon total versé, par exemple, sur l'URSSAF ou la prévoyance, correspond bien au montant qui a été déclaré au niveau des salariés. Et en fait, ici, on refait un zoom sur la DSN que vous connaissez déjà. Et finalement, on va se concentrer sur ce bloc ici, salarié. Et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau du salarié, ça va être un bloc à plusieurs qui va envoyer différentes informations. Première étape, la partie salariée. La partie salariée, finalement, c'est tout ce qui est état civil, information traditionnelle du salarié. Rien de spécial à ce niveau-là. Soyons juste vigilants à s'interroger régulièrement, à vérifier que les adresses des salariés soient correctes, si les statuts ont pu changer, ainsi de suite. Soyons attentifs au changement des salariés. Sur la partie suivante, le bloc suivant, c'est le bloc contrat. Et là, effectivement, point d'attention, c'est ici qu'on va retrouver toutes les informations liées au contrat du salarié, que ce soit la date de début, la date de fin, parce qu'elle nous est demandée de manière obligatoire pour la DSN, pour les salariés en CDD. Des fois, certains d'entre vous ont une interrogation à se dire mais moi, il a été embauché, c'est un CDD de chantier ou un truc comme ça, je ne sais pas quand ça se termine. Eh bien, on met la première date de fin qui semble logique. Si on pense que le chantier va durer 2 mois, on met une date de fin et ainsi de suite. Et on met quelque chose, en tous les cas, qui semblera cohérent. On va retrouver ici, au niveau de la partie contrat, aussi la notion de quotité de temps de travail. On en parle régulièrement de cette quotité. C'est le temps théorique de travail du salarié. Et c'est aussi, et remonté aussi, et ça va s'illustrer tout à l'heure avec Nicolas, sont illustrés ici la quotité de temps de travail, donc le temps de travail théorique de la catégorie du salarié. Donc je prends l'exemple d'un salarié qui sera à temps plein, il va avoir sa quotité 151,67, catégorie 151,67. À temps partiel, son temps à lui face à 151,67. L'objectif derrière ça, c'est grosso modo de calculer des ratios théoriques. On va avoir un autre bloc paye qui, lui, va renvoyer toutes les données, on va dire, du haut du bulletin. Ça va être quoi? Ça va être les salaires de base, ça va être le temps de travail rémunéré et non rémunéré, parce que va être déclaré le temps de travail réalisé, le temps de travail non rémunéré. Il n'y a pas de détail qui va être fait entre le salarié a séché le travail, le salarié était absent parce que son enfant est malade, ou ainsi de suite. Non, ce sont aujourd'hui des grosses catégories. Il n'est pas exclu dans le temps que nos amis de Bercy demandent d'avoir un peu plus de détails, mais aujourd'hui, on est juste là à dire j'ai travaillé, j'ai pas travaillé, sans grand motif particulier. Les seuls motifs qui remontent naturellement parce qu'ils sont prévus, ce sera tout ce qui tout ce qui concernera la maladie, par exemple. Dans ce bloc paye, on retrouve aussi tout ce qui est notion de prime. Et ça fait surtout l'objet, alors pas d'une anomalie bloquante, mais souvent d'un avertissement d'une anomalie non bloquante. Souvent, on s'interroge ensemble à l'assistance ou à travers le rendez-vous de dire mais je comprends pas, j'ai plein d'anomalies non bloquantes sur les primes, je comprends pas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la DSN prévoit le fait de renvoyer le salaire de base, le salaire brut perçu par le salarié, et de préciser les primes, les primes de nature non mensuelle. En gros, l'idée, c'est de se dire,
l'État et nos amis de Bercy, des organismes, ne s'intéressent pas réellement à ce qui a été versé mensuellement. Je prends par exemple l'exemple d'une commission qui est versée mensuellement à des commerciaux, à une prime de travail qui est versée, ou une prime sur un chiffre d'affaires, ou une chose comme ça. En tout cas, tout ce qui est vu de manière mensuelle n'est pas détaillé. C'est tout ce qui sera déclaré de manière non mensuelle, mais pas forcément exceptionnelle, hein, non mensuelle, qui sera déclaré. La finalité, elle est surtout pour le Pôle emploi, pour arriver à estimer finement les droits des salariés qui quitteraient l'entreprise. Mais l'idée ici, et là, c'est point d'attention, on le réaborde un peu par la suite, mais même vous, n'hésitez pas à vous interroger, parce que ce qui était vrai il y a 3-4 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, a peut-être changé. Interrogez-vous sur les primes qui sont de nature non mensuelle et référencez-les dans la variable qui va bien. Ça fait partie des éléments qui génèrent des anomalies, en tous les cas pour le moment non bloquantes, mais nous prenons de l'avance et anticipons de façon à avoir un envoi de DSN qui soit fluide et pas, excusez l'expression, prise de tête. Et dans ce bloc cotisation ici, je mets de côté volontairement les blocs de fin, d'arrêt et d'absence, parce qu'effectivement, ces blocs s'alimentent un peu tout seuls, mais n'en posent pas vraiment souci. Celui qui nous intéresse énormément, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est ce bloc ce bloc cotisation. Ici, et depuis 2 ans maintenant, sont reprises ici les cotisations individuelles portées par le salarié. On l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'URSSAF et au niveau de la déclaration agrégée, on va retrouver pour l'établissement un total de base de cotisations, je dis au hasard, de chômage, des cotisations de transport, la réduction Fillon, la réduction Lodéum pour les Antilles, et ainsi de suite. Et bien, au niveau des salariés, au niveau du bloc cotisation, les données vont remonter individuellement. C'est-à-dire que moi, Thomas, mes données vont remonter, les données de Nicolas vont remonter, les données de Jean-Christophe vont remonter, et ainsi de suite. Ce que font nos amis depuis le début de l'année, ils vérifient d'autant plus que le total de Jean-Christophe, Nicolas et moi, par exemple, fasse bien le total de la DUX et de la déclaration agrégée qui a été envoyée. Et si jamais ça coince, vous envoie une petite alerte, à travers les CRM de retour en vous disant on ne comprend pas, le total des déclarations individuelles ne colle pas au total des déclarations agrégées. Et ça, effectivement, petit à petit, c'est le genre de travail que vous allez faire, sur lequel on va travailler ensemble, de manière à fluidifier, fiabiliser de plus en plus votre DSN. Finalement, on le voit ici, la DSN, elle n'est pas simplement déposée comme la DASU pour ceux qui l'ont connue avant. J'envoie un fichier, j'ai mes bruts, j'envoie, clic-clac, c'est terminé. Bon, le mois de janvier était un peu dense, mais une fois le mois de janvier passé, c'est terminé. La DSN, c'est finalement une DASU mensuelle, mais c'est surtout un vrai écosystème qui s'est construit au fur et à mesure avec les caisses de cotisation. C'est quasiment incontournable. On va pas se mentir, c'est difficile des fois de savoir comment gérer telle ou telle régularisation, telle ou telle déclaration, telle ou telle information sur un salarié qui pourrait être particulier. On peut avoir des gérants ou des gérantes, on peut avoir des salariés qui seraient des cumuls emploi-retraite, on peut avoir des salariés qui vont avoir des statuts particuliers. Au fond, on est tous assis côte à côte. On est tous assis côte à côte à chercher Nicolas, que ce soit moi, que ce soit Elsa, que ce soit Ma ou Philippe. On va tous chercher à comprendre tous ensemble pour essayer de déclarer ça. La finalité, c'est que toutes les informations sont bonnes à prendre. On avance tous petit à petit. Et l'idée, c'est simplement de faire en sorte d'avoir une DSN qui soit la plus fiable possible, la plus propre possible, pour finalement on puisse se concentrer sur d'autres choses bien plus passionnantes que de corriger des erreurs. Et finalement, l'idée de cette DSN, c'est de pouvoir faire une remontée fiable, unique et universelle des salariés vers les caisses. Ça va garantir, aujourd'hui, on a une casquette, on va dire entreprise, on a une casquette déclarant, mais ça va garantir le fait que l'entreprise soit tranquille sur certains déclaratifs. Mais ça va surtout garantir aussi le fait qu'en tant que salarié, parce qu'on est avant tout tous salariés des entreprises pour lesquelles on travaille, qu'on puisse avoir des informations qui soient propres et correctement remontées. On l'a vu par exemple l'année dernière pour les impôts ou vis-à-vis du Pôle emploi régulièrement et au futur. Parce que si on est là, c'est qu'on n'y est pas encore, au futur pour la retraite. Donc l'idée, c'est faisons en sorte de fiabiliser d'autant plus et de s'interroger positivement vis-à-vis de la DSN en se disant faisons en sorte aujourd'hui d'anticiper les problèmes que je pourrais avoir demain et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit fluide et fonctionnel.
Je te laisse reprendre la main, Nicolas, pour nous présenter tout ce qui va Ouais. venir après cet envoi de DSN. Alors, notre partie 2 sur les outils de contrôle des organismes après l'envoi de la DSN. Je te laisse passer. Ouais. Alors, il existe du coup les CRM. Une fois que vous avez envoyé votre DSN, vous allez recevoir H+4 et J+5 après l'envoi de votre DSN, des comptes rendus. Des comptes rendus CRM. Donc ça peut être assez rapide. N'hésitez pas à anticiper, du coup vos DSN, ou même envoyer, des DSN tests. Moi, dans un premier temps, j'étais pas vraiment pour sur les DSN tests, mais vous avez fini vos payes au 30, le 1, vous envoyez une DSN test et vous regardez, si vous avez des accusés et cetera à corriger. Vous corrigez et après vous enverrez en réel, quelques jours après. Donc voilà, où trouver les comptes rendus? Première chose, sur votre espace net entreprise, ou sur le portail 7jeudi. Moi, je préconise, ce portail-là, c'est quand même beaucoup plus, fluide et vous avez accès à ce portail-là depuis la paie. Quels sont les objectifs? Du coup, identifier plus facilement les anomalies de cohérence pointées par les organismes, URSSAF, caisse de retraite notamment, et corriger les anomalies pour vos prochaines DSN aussi. Donc on avait mis une petite note, par rapport aux annulaires en place. Si vous avez envoyé la DSN quelques jours avant l'échéance, donc avant le 5 ou le 14, vous pouvez faire une DSN annulaire en place. Donc cet annulaire en place, vous pouvez intégrer vos corrections et surtout l'envoyer la veille de votre échéance. Donc là, on met la DSN annulaire en place, c'est possible jusqu'à la veille de votre échéance, si votre échéance est le 5, donc la veille, le 4. Voilà, et le 14 pour le 15. Il existe deux autres outils aussi, pour les caisses principales, l'URSSAF et la caisse de retraite. C'est un autre outil que le CRM, mais ça permet aussi de stabiliser vos DSN. Donc, sur votre, espace net entreprise, vous pouvez accéder à DSN régime général et tout en bas, vous avez des services complémentaires. Donc accès aux services plus pour l'URSSAF et DSN fiable pour la caisse de retraite. N'hésitez pas à aller, jeter un œil sur chacun de vos dossiers, vos sociétés. C'est vraiment par, compte net entreprise, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Par établissement et par compte d'entreprise, effectivement. On commence à bien connaître, avec Thomas ces portails. Donc voilà. On va s'interroger surtout maintenant sur le fait d'anticiper tout ça. Comme l'a dit Nicolas, finalement, on a et vous sont mis à disposition différents comptes rendus métiers après l'envoi de la DSN. Comment faire maintenant pour essayer de faire en sorte d'un mois sur l'autre, d'anticiper et de vérifier ces éléments. Des fois, j'ajoute juste une toute petite chose, on va être court sur l'envoi des DSN annulaires en place, ou pouvoir même faire une correction alors qu'elle nous semblait des fois évidente, on s'est trompé de nom de famille ou choses comme ça. L'idée simplement, et mettons l'accent sur ce compte rendu H+4 qui est maintenant mis à disposition. Faisons en sorte de jouer le jeu de l'envoi de la DSN le plus anticipé possible pour pouvoir corriger et renvoyer la DSN. Il sera toujours plus simple, et ça fait partie des éléments d'anticipation, vous allez voir, il sera toujours plus simple d'essayer de corriger au maximum sur le mois en cours que de faire des régularisations d'un mois finalement d'un mois sur l'autre. Parce que des fois, ça sous-entendra des corrections ou des mises en place qui seraient plus larges que simplement changer la date de fin de contrat d'un salarié ou une quotité de travail d'un salarié. Et donc, justement, comment anticiper? C'est déjà vérifier que les données de la fiche du personnel soient cohérentes. C'est des évidences évidentes que je vous rappelle là, mais c'est simplement de se dire vérifier la cohérence d'informations renseignées. Typiquement, la mise à jour des contrats et de leur nature en cas d'évolution de salarié de CDD vers CDI.
Et ça, on a régulièrement le cas, surtout dans les départs de salariés ou comme ça, où en fait, on va avoir une DSN de fin de contrat ou une DSN mensuelle qui pourrait sembler farfelue. On va avoir différents contrats, ou des fois, on va se dire, bah non, le salarié, il est là depuis un moment, mais on a un autre contrat qui ressort un jour, là, comme ça, par mauvaise humeur, on va se dire, du logiciel. Mais finalement, le détail va être glissé, et le diable, comme vous le savez, se cache toujours dans les détails. Finalement, c'est qu'il y aura peut-être un ancien CDD du salarié, mais sur lequel il n'y aura pas une date de fin. Donc finalement, déjà, c'est fiabiliser, regarder, vérifier les cohérences des données renseignées au niveau des éléments des éléments de contrat des salariés. Deuxième chose, c'est vérifier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement auditer régulièrement les salariés pour connaître les changements personnels, une adresse, un nom de famille, ainsi de suite. Sur le compte rendu H+4 et même sur les nouveaux comptes rendus qui sont mis à disposition par les organismes. Vous l'avez vu, on les connaît, il y a les classiques, il y a le compte rendu URSSAF, le compte rendu de la retraite sur DSN Fiable, mais il y a aussi les comptes rendus de l'INSEE. Et on va vérifier, par exemple, je hasard que monsieur ou madame Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, vous l'aurez écrit comme ça dans votre paye, parce que c'était noté comme ça sur la carte d'identité. Eh bien, mais non, mais pour l'INSEE, c'est noté Jean espace Baptiste. Donc ça va motiver des erreurs. On est d'accord qu'ils sont pas folles, mais ça fait renvoyer des erreurs. Et donc, finalement, le fait d'être attentif sur ce genre d'éléments-là, qui peuvent nous sembler, on va pas se mentir, un peu secondaires, permettra d'avoir un envoi plus fluide et en tout cas de pouvoir se concentrer sur les éléments de fond. Dernier élément sur les données de la fiche du salarié, c'est surtout vérifier les catégories des salariés. Les catégories des salariés, vous les retrouvez dans la page poste de la fiche du salarié sur la paye 100. La catégorie salarié, traditionnellement, on a cadre et non-cadre. Dans certaines entreprises, on pourra avoir cadre, étam, ouvrier, ou ainsi de suite. En gros, c'est les grandes catégories. Historiquement et de tout temps dans la paye, et je pense surtout à ceux d'entre vous qui ont la paye depuis longtemps et qui ont même connu la DASU, cette notion de catégorie, surtout en fait à séparer les salariés, un peu comme pour les services ou pour les départements. Cette catégorie, elle va servir aussi et surtout d'un point de vue des SN à présenter cette notion de quotité de temps de travail. J'en parlais un peu tout à l'heure, je suis venu tout à l'heure, pardon. Cette quotité de temps de travail, c'est la quotité théorique de temps de travail pour 7 types de catégories. Typiquement, je prends une catégorie ETAM, des salariés standards ou des salariés, on va dire, des ouvriers. J'ai une quotité en heures de 151h67. C'est le temps de travail standardisé pour cette catégorie de l'entreprise, de salariés dans l'entreprise. À préciser qu'on pourrait avoir plusieurs catégories. On pourrait avoir des salariés on pourrait avoir des 140 heures. S'il y a une catégorie dédiée, ça peut être l'occasion de la créer. Mais on va aussi avoir des catégories pour les cadres. Et là, je pourrais avoir la catégorie cadre forfait et les catégories cadre horaire. Et là, je vais avoir 2 catégories. Pourquoi? Parce que je vais avoir mon cadre horaire qui, lui, va avoir le type de nature de contrat qui sera sur l'heure et une nature à 151,67. Et on va voir un deuxième cas, et ça va s'illustrer, vous allez le voir par la suite, d'un cadre au forfait. Où là, en fait, on va avoir un type de travail au forfait, et il faudra préciser le forfait qui est attendu. Et là, mine de rien, ça fait partie des choses, et vous allez voir que la slide d'après aura toute son importance. L'URSSAF et la retraite tiennent compte énormément de ces éléments-là. On va voir juste après. Et finalement, comment anticiper la DSN? Bon, on est d'accord, je vérifie mes salariés, je vérifie mes bulletins, j'essaie de prendre le maximum d'informations à droite à gauche et d'essayer de travailler la paye en amont. On est d'accord que dans un monde facile comme dans lequel nous sommes tous, on a tous le temps de préparer nos fiches de paye à partir du 20, on les envoie le 25. Le 30, on est en train de faire la DSN, et puis le 5, le service ferme, comme pensent tous les salariés de toutes les entreprises, de se dire que vous, gestionnaire de paye, ne travaillez que 5 jours dans l'année, à savoir entre le 25 et le 30, et qu'après vous vous rendormez. Donc, faut vous anticiper, vous travaillez tout le temps. Et mine de rien, le fait de pouvoir avoir le maximum d'informations en amont, et surtout de pouvoir faire en sorte d'envoyer cette DSN au plus tôt, va tous, et vous, et nous, et à tous nous tranquilliser l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la DSN, à la différence d'un courrier qui pourrait être traité au fur et à mesure de son arrivée, effectivement, on pourrait tenter de se dire, moi je déclare aucun, si je l'envoie le 1, je vais être prélevé le 1. Non, 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 non. Pas d'obligation d'attendre le dernier moment. Si vous déclarez le 1, de toute façon, vous serez prélevé
En théorie, alors après, je suis pas à l'URSSAF ou à la retraite de nos organismes. Si jamais nos amis s'amusaient à prélever un peu plus tôt que prévu, mais dans l'absolu, et c'est ce qui est prévu par, comment dire? Par les règles de DSN, parce qu'il y a des règles du jeu que vous retrouvez sur notre entreprise et sur DSN Info. Au fond, le fait de déclarer en amont ne fait pas payer les cotisations plus tôt. Par contre, le fait de déclarer au plus tôt permet de pouvoir justement faire une DSN annulaire en place. Et ça peut venir quoi? Ça peut venir de se dire: «Oh, j'ai complètement oublié de dire que lui, il n'était pas en CDI». Ou alors: «Oh, ça nous arrive régulièrement. Beh, oui, mais attends, lui, il est en CD depuis 15 jours, tu l'as pas créé, comment ça se fait?» Je sais pas, jamais personne vous avait, comment dire? Jamais personne vous avait, prévenu de l'arrivée de ce salarié dans l'entreprise. L'idée simplement, c'est de faire en sorte et d'essayer au maximum. Je sais que c'est facile pour nous de vous pousser à anticiper, mais plus on joue le jeu de l'anticipation, plus on est à même de déposer une DSN annulaire en place. Les critères d'ailleurs pour envoyer une DSN annulaire en place, ils sont simples. C'est simplement de pouvoir déposer à J-1 de la date maximum de dépôt. L'idée simplement, c'est qu'une DSN annulaire en place, elle doit être déposée à J-1 et seulement, et on sera d'accord, seulement si la première DSN, la DSN d'origine, la DSN initiale, a été acceptée. L'idée simplement, c'est que vous envoyez votre DSN, elle est refusée pour un motif direct, mais ça, vous le verrez tout de suite sur notre entreprise ou sur le Sage EDI, elle est refusée, vous modifiez votre DSN, vous l'envoyez. On garde une DSN standard. La DSN à l'opposé a été acceptée et malheur, je reprends l'exemple du salarié qui n'a pas été déclaré. L'idée simplement, c'est que on va devoir faire une annulaire en place. C'est vraiment, je reprends la DSN qui a été envoyée, j'en redépose une. Et finalement, pour anticiper, c'est un peu la suite, puisque c'est un cercle infini. Finalement, c'est de consulter, de contrôler régulièrement les CRM qui ont été déposés par les organismes. Les CRM, ils nous donnent pas mal d'informations. Des fois, c'est un peu énigmatique, on va pas se mentir, parce qu'on découvre tout ça avec vous au fur et à mesure. Mais il y a toujours une résolution. Et au pire, on va pas se mentir, au pire, il faudra envoyer un courrier ou aller faire la queue à l'URSSAF ou à la retraite pour aller demander quelques informations à la personne qui vous recevra. Zoom maintenant sur un truc qui est extrêmement important et qui, on va pas se mentir, quand à l'époque avec Catherine, on avait en Martinique prévu et vous avez présenté la DSN à l'aéroport ou avec Félix en Guadeloupe, la reconstitution des plafonds n'est pas du tout celle qu'on avait imaginée. Et en fait, on a tous découvert, quand je dis tous, c'est nous, parce qu'au fond, on a découvert les choses à travers les logiciels, mais aussi vous, à travers les retours que vous avez pu avoir. Dans un premier temps, c'était surtout la retraite, mais maintenant, l'URSSAF s'y met. Les plafonds de la Sécu ne sont pas le calcul du plafond de la Sécu et du prorata du plafond de la Sécu en cas d'entrée-sortie ou en cas de travail un peu particulier dans le mois. Ils ne sont pas ceux qui ont été calculés par le logiciel de paye, mais sont reconstitués par le bloc 53 d'activité. Bloc, je reviens quelques pages en arrière, bloc qu'on retrouve ici au niveau de la paye. Le temps que vous avez travaillé, le nombre de jours rémunérés. L'idée simplement, c'est excusez-moi. L'idée simplement, c'est quoi? C'est que les organismes vont refaire eux-mêmes le calcul du plafond de la Sécu que vous auriez dû adapter dans votre logiciel. Ils ne récupèrent pas ce qui a été calculé par le logiciel avec pour particularité vos doléances, vos spécificités. Non, non. Ils recalculent par eux-mêmes. Et c'est ce qui, on le voit depuis 1 ou 2 mois maintenant, c'est ce qui est gros pourvoyeur de régularisation. Et c'est pour ça qu'on a j'ai fait un gros focus sur cette notion de quotité de temps de travail. Finalement, je vais revenir juste après, excusez-moi, j'ai une mauvaise slide. C'est pour ça qu'on a fait un gros focus sur cette notion de quotité de temps de travail. C'est parce qu'en fait, c'est grâce à cette quotité, le temps de travail, le nombre de jours de travail dans l'entreprise du salarié, que les organismes ont recalculé le plafond. Ce qui se passe, et on le voit, ça a énormément d'importance. Car en fait, sur les salariés à plein temps qui n'ont pas de spécificité, il n'y a que très peu d'écart, hein, n'allons pas nous mentir. Par contre, les grosses différences de calcul, elles vont être vues sur les salariés qui n'effectuent pas un mois complet, un CDD qui est entré en cours de mois, quelqu'un qui est parti, ainsi de suite. Mais aussi à temps partiel, voire même les deux, parce que sinon, ce ne serait pas assez fun. Et là, le problème, c'est qu'en général, quelqu'un qui est à temps partiel, qui est en plus en CDD, une fois qu'il est parti,
refaire des régularisations par la suite, aura toujours ses difficultés et ses complexités. Jouons le jeu de vérifier ces modalités de temps de travail, de quotité donc, les informations du temps de travail, excusez-moi, de quotité et de la modalité d'exercice du temps de travail. Faisons un petit zoom justement sur ces éléments dont je vous parle depuis, comment dire, sur ce zoom sur la fiche du salarié. L'idée simplement, c'est quoi? C'est que ce qu'on va retrouver ici va être extrêmement importante. La quotité du temps de travail du salarié et son unité de temps de travail et sa modalité du temps de travail. Ce sont les 3 éléments de la fiche du salarié sur lesquels il faudra être extrêmement attentif. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, ici, sur la catégorie, de vraiment faire un zoom sur vos différentes catégories pour vérifier que ça soit cohérent, que ce qui soit rattaché au salarié soit cohérent et ce qui même soit renseigné dans la catégorie soit cohérent. Je laisse maintenant la parole à Nicolas qui, vous le verrez, on aura beau essayer d'anticiper tout au maximum, il nous faudra maintenant corriger efficacement. Et je laisse reprendre la main Nicolas pour nous présenter ces différents éléments. Yes. Du coup, comment corriger efficacement? Donc on va avoir plein de petits cas concrets. Alors, comment contrôler le retour des DSN? Donc forcément, moi je vous préconise de passer par le portail 7jeudi. Vous avez le lien URL. N'hésitez pas à passer directement sur Google, vous copiez ce site-là et vous vous connectez avec vos identifiants. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans Sage pour vous suivre votre accès EDI. Donc voilà, ça vous connaissez peut-être tous ce portail-là. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous demander support ou nous adresser un mail directement. Vraiment, c'est intéressant et c'est plus parlant pour vous, je pense, plutôt que Net Entreprise. Donc vous avez à ce niveau-là, là on est sur des flux réels, juste en dessous des erreurs, on est sur des flux réels et juste à côté vous avez flux en test. Je peux prendre le contrôle, Pierre Thomas? Ouais, Oui, non, ouais, c'est voilà, bon. justement, super. Et du coup, voilà, je voulais montrer ça, pour retrouver en fait, votre DSN test, si vous voulez envoyer un test. Donc voilà, donc ça, voilà le portail, EDI, donc n'hésitez pas à passer par là. Ensuite, du coup, sur la slide suivante, si vous cliquez sur une de vos DSN mensuelles, qui a un point d'exclamation, point vert, n'hésitez pas à même aller voir vos DSN mensuels qui ont des points verts à l'intérieur. Il y a peut-être des corrections, de numéro de sécu ou autres à changer sur certains de vos salariés. Vraiment à chaque DSN, allez voir. Rentrez à l'intérieur, cliquez sur les petits logos. Ensuite, donc voilà ce qu'on a depuis janvier. Avec les nouvelles normes, on a des bilans, retour assez rapides. Donc là, j'ai encadré le 2e H+4. Donc là, il y a un petit logo rouge sur la partie droite. Mais logo rouge, faut absolument aller voir, OK? Même au logo orange, allez voir. N'hésitez pas à aller voir chaque ligne de votre DSN. Vous avez notamment, plusieurs pages à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller voir, chaque page. Le bilan d'identification des salariés bis, du coup, c'est sûrement les problèmes de date de naissance, de numéro de sécu ou autre. Donc là, vous avez l'info, corrigez dans la paye et puis pour la prochaine fois, ce sera correct ou alors vous faites une erreur à la place. Ensuite, du coup, le contrat du J+5, donc pareil, c'est le même principe, hein, ce sera le même que le H+4, mais vous l'avez à disposition aussi. OK? Donc si l'échéance est passée, bah, absolument corriger pour la fois prochaine, vos anomalies. Vous nous demandez si vous avez des soucis pour corriger. Ensuite, cas du, bilan d'identification des salariés bis. Là, l'exemple ci-dessous, eh bien, en fait, c'est une problématique de date de naissance. L'organisme a une date, le 17, et vous avez déclaré le 13 en date, de naissance. Le mois et l'année étaient corrects, mais pas le jour. Donc
Mais c'est le genre d'erreur toute bête, mais qui peut arriver. Pareil pour un numéro de sécu, vous pouvez avoir des retours comme ça ou des noms-prénoms aussi. Surtout pour les femmes avec les noms de famille, nom de mariage, etc. Donc je passe rapidement parce que c'est une anomalie assez simple à corriger pour vous, je pense. Ensuite, qui peut arriver en janvier comme anomalie, incohérence sur le taux AT, accident du travail. Donc là, il vous indique que vous avez appliqué un taux ou déclaré un taux incohérent par rapport à ce qu'eux, ils ont dans leur base. Donc à vous de revenir vers nous si vous avez un souci pour la correction ou pour appliquer votre taux, en fait. Particularité pour le taux AT, l'URSSAF corrige directement le taux. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire une régule automatique. Il faut leur faire un mail sur l'espace URSSAF, et du coup, ils font une régule automatique par rapport au taux. Surtout pas en DSN, sinon ça pourrait vous créer d'autres anomalies, en fait. Donc vraiment contacter votre URSSAF lorsque vous avez un écart sur votre taux AT. OK. En janvier, bien sortir un état résumé de cotisation avec détail des taux, et vérifier que vous avez appliqué le nouveau taux. Chaque année, c'est le contrôle à faire. Alors ensuite, ouais, l'incohérence sur les quantités de temps de travail. Donc ça, Thomas en a parlé. Je vais passer rapidement, mais là, ici, vous avez en fait le message d'erreur que les CRM vous fait apparaître. J'essaye d'agrandir mon diapo. Tuc, tuc, tuc. Tu as des boutons plus et moins normalement en bas. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors du coup, pour cette personne-là, Alexandra, l'unité de mesure de la quantité de travail et ou une quantité de travail de référence dans l'entreprise pour la catégorie, donc là on y vient, et ou de la quantité de travail du contrat. Donc bien vérifier à l'intérieur de votre catégorie, avec le petit bouton crayon ici, vous pouvez vérifier que vous avez bien votre temps de travail. En général, ça, ce sera 151,67. Sauf si toute l'entreprise aux 39 heures, donc là, vous mettrez 169 heures. Mais là, à minima, vous devez avoir 151,67. OK? Pour toutes les catégories, sauf les cadres au forfait, où là, vous devez mettre 21,67. Parce qu'eux, ils sont au forfait jour. C'est une particularité. OK. Donc bien noter ça après notre webinaire, d'aller voir toutes vos catégories de toutes vos sociétés et de faire un contrôle, vraiment précis poussé, sur ça. Alors, une autre problématique que vous pourriez rencontrer ou avoir sur vos CRM, l'incohérence entre les cotisations agrégées et individuelles. Donc Thomas l'a expliqué tout à l'heure, on déclare pour l'URSSAF un montant agrégé avec une base, un brut de, je sais pas, 20 000 €, mais au cumul, de tous vos salariés, vous n'arrivez pas à 20 000 €. Et c'est ce contrôle-là que l'URSSAF, vous fait et vous demande de contrôler. Ça peut être plein de choses, ça peut être, des problématiques, de rubriques. Je vais regarder dans la slide suivante. Ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai qu'il faut farfouiller. Il y a plusieurs méthodes de contrôle. Donc premier contrôle que je ferai, c'est sortir, l'état suivant, donc dans SagePay, pour vérifier vos CTP. C'est dans État, contrôle DSN, CTP URSSAF. OK? Donc ça, vous aurez l'info sur le PowerPoint quand on vous l'enverra. Ici, vous avez un petit lien avec le guide DSN. Il y a beaucoup de pages, mais au moins toutes les infos sont là. Et j'indique à la page 68, en fait, vous avez, le recoupage des codes CTP 100, 900 et cetera, par rapport à votre rubrique. Ça vous permet de comparer, si vous avez bien,
votre rubrique a bien le bon code CTP. Ensuite, en deuxième contrôle, bien sûr, il faut vérifier si l'ensemble de vos salariés ont bien cotisé à cette cotisation et sortir un état résumé de cotisation si besoin. Autre chose, vérifiez dans vos bulletins modèles, vérifiez si le bulletin modèle a bien la rubrique de cotisation et à l'inverse, si votre rubrique a bien, l'ensemble de vos bulletins modèles. Et ensuite, la dernière étape à vérifier, c'est liste variable, vérifier si la rubrique de cotisation est bien présente dans la ou les variables concernées. Donc là, même moi, je ne les connais pas toutes par cœur, je me référence au guide pratique, DSN. Donc n'hésitez pas à être accompagné, par Thomas ou moi, ou même les autres consultants qui sont d'assistance, sur ces problèmes-là. Mais au moins vous avez les clés pour identifier, ce genre d'anomalie entre les données agrégées et les données individuelles. OK? Ensuite et c'est déjà terminé, c'est vrai. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Je pense que vous avez peut-être pas mal de questions. Il y en a déjà peut-être une, on va essayer de répondre. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il y a tout à l'heure une des utilisatrices qui faisait écho finalement au fait dans la déclaration agrégée qu'on pouvait avoir effectivement plusieurs blocs, surtout lié au fait qu'on ait plusieurs taux accidents de travail. Effectivement, la précision est importante. C'est tout à fait vrai. L'idée simplement, c'est de se dire qu'on est censé effectivement avoir de blocs sans plafonner et sans déplafonner. Donc historiquement, sans A, sans D, sans P. On est censé avoir autant de blocs que de taux AT précisés pour l'établissement. On pourrait avoir un taux X et un taux Y, il faudra avoir plusieurs blocs. L'idée simplement, c'est que si vous avez un doute à l'observation de votre DSN, si vous avez une question, un sentiment, des fois, ce n'est pas forcément une assistance prioritaire, mais par contre, de nous contacter, Nicolas, Elsa, moi, Félix, Ma, ou ainsi de suite, ou de nous faire juste une demande d'assistance, ça permet comme ça d'avoir dans le fond une réponse, ou en tous les cas qu'on puisse y réfléchir ensemble. Nicolas l'a dit, on n'a pas forcément réponse à tout. Par contre, on a possibilité, et c'est tout notre intérêt de travailler tous ensemble, de pouvoir y réfléchir tous ensemble, en fait. Il y a des questions je vois des questions là qui s'enchaînent. Une, on peut répondre rapidement. De Vanessa, il me semble que le lien du guide DSN est inaccessible. On va le mettre à disposition, Vanessa. C'est sans doute une histoire de partage avec Office. On va, en retour de ce webinaire, vous allez recevoir finalement le PowerPoint ici. Et on va vous mettre le guide, en pièce jointe aussi. Et deux questions techniques au-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir sur les honoraires, je réponds pour les gérants. La rémunération des gérants est à déclarer dans les honoraires. Pas forcément, c'est la rémunération, faut demander à votre expert comptable, mais ça dépend si la gestion de votre gérant. C'est vraiment à part les honoraires. Vous le savez, si c'est des honoraires, vous devez le savoir. Normalement, et par défaut, un gérant est rémunéré. Après, ça peut. Là, c'est l'expert qui saura dire. Les honoraires, ce seront traditionnellement les évoluements d'un huissier ou d'un expert comptable. Ça pourrait être. En gros, en fait, c'est pas des fournisseurs traditionnels, mais dans les faits, voilà, ce seront des partenaires de l'entreprise. Et là, effectivement, c'est l'expert qui saura vous dire exactement dans quel cadre il faudra avoir telle ou telle déclaration. Une deuxième remarque concernant cette notion de changement de CDD à CDI. Dans les faits, on va avoir deux éléments, deux typologies. Soit le salarié a un avenant à son contrat
Il était en CDD depuis 2 mois, tout le monde est content de lui, le salarié poursuit son aventure dans l'entreprise. Ben, au fond, c'est le contrat du salarié qu'on va faire évoluer, on ne va pas créer de nouveaux contrats. Il va passer de CDD à CDI. On va suivre la logique de ce qui a été appliqué, on va dire, sur le papier, avec les contrats physiques, à savoir que on va faire une évolution dans la fiche du salarié, dans la paye. Donc, on ne crée pas de nouveaux contrats et on modifie juste simplement le type de CDD à CDI. On n'oublie pas, par contre, effectivement, d'enlever la date de fin. À l'opposé, le salarié s'arrête et finalement, vous lui proposez un CDI le lendemain. Mais il y aura 2 contrats. Donc, effectivement, il faudra cliquer sur nouveau contrat pour bien signifier le départ et la reprise du salarié. N'oublions pas que si à fin de contrat, il y a aussi paiement des ICCP et ainsi de suite, en fait. Ouais, sur la partie, donc sur les erreurs de TOAT, nous n'avons pas besoin de ligne de régularisation sur le bulletin de paye. Donc non, faut contacter directement. Tout problème de taux, accident du travail, il faut contacter directement votre URSSAF. Donc là, Parce c'est qu'en bien la fait, réponse à la question de Marie-Angèle. Hein. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Au niveau de si Thomas, tu peux me remontrer, tu sais, la slide où j'y reviens. Attends, C'est toi qui auras la main. Ouais, c'est bon, carrément. Excuse-moi. C'est vrai que je t'ai pris la main. Ouais, comme ça. Sacré toi. Je reviens au début. L'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on est tous ensemble côte à côte et de ne pas hésiter à nous partager vos éléments et de travailler pour qu'on puisse travailler ensemble à réfléchir à résoudre tout ça. En fait, dans les CTP 100, vous avez 2 lignes. Vous avez ce taux AT, mais dans ce taux AT, en fait, dans cette ligne-là, dans le code 100, vous aurez d'autres cotisations déclarées à l'intérieur. Donc si vous faites une régule, l'URSSAF va vous demander, en fait, le reste des cotisations. Donc c'est pour ça que j'ai eu confirmation ça avec l'URSSAF dernièrement. J'étais en échange avec eux, avec un client. Il faut vraiment passer par eux et leur demander de corriger de façon automatique. Ils reprennent vos bases du mois précédent et ils font la régule, sur le pas assez ou trop cotisé. Et après, effectivement, on utilisera la DSN pour ajouter le pas assez versé. Pour le trop versé, à voir par contre avec eux si vous pouvez vous minorer le montant de la DSN du prochain versement de la DSN ou si vous font un avoir. En tous les cas, le tout, c'est de le faire sous validation de nos amis de l'URSSAF. Si effectivement, après, il y a d'autres questions. Ouais. C'est ça. Je vais te laisser conclure, JC. S'il y a d'autres questions. Je vois juste une dernière question de Clarisse. Avez-vous prévu un webinar sur les blocs de régularisation? Je me doutais qu'il y aurait des questions-réponses. Ça, c'est clair. Donc, c'est tout à fait normal. On pourrait, je pense, mais après, faire un épisode 3. Alors, s'il y a vraiment, l'intérêt, oui, parce que chacun. ça pourrait faire pas forcément l'objet d'un webinaire d'1 heure, mais effectivement, un événement court De comme faire un ça se focus, programme. C'est une bonne idée. On note. Si vous avez d'autres idées comme ça peut être. On y avait pensé à faire des événements courts comme ça qui peuvent peut-être durer 20 minutes. Si ça peut vous intéresser, on peut organiser ça. On choisit les thèmes et on programme ça. Aujourd'hui, on a les outils pour. Voilà. En tout cas, les questions montrent que le webinaire a attiré toute votre attention. Donc, je remercie aussi Nicolas et Thomas pour la qualité. Alors, si l'on passe par une DSN test, combien de jours faut-il compter pour avoir tous les retours nécessaires pour lancer la DSN en mode réel? 4 heures à peu près. And the winner is 4 heures, du coup. 4 heures? Normalement, ouais, 4 heures. Normalement, H 4 plus heures. 4, ouais. La difficulté que nous avons, c'est qu'il est difficile de savoir exactement quelle caisse va tester quoi. Et en fait, pour avoir eu le cas avec un client récemment, je sais, j'ai pas aperçu son nom dans les participants encore. On a eu le cas d'une DSN test qui a été envoyée. Il a envoyé sa première DSN test. Il a envoyé une deuxième DSN test parce qu'il avait fait une modif dans la paye. Et bien, en fait, il lui a fallu faire une DSN test annulaire en place pour qu'elle soit prise en compte. La finalité derrière ça, c'est quoi? C'est de se dire que l'envoi de la DSN test a tout intérêt
est extrêmement important justement pour calibrer sa DSN, ainsi de suite. La seule variable est en fait qu'il n'y a pas d'écrit clair sur DSN Info, sur Net Entreprise, disant quel organisme fera, enfin jusqu'à où ira chacun des organismes. Donc l'idée, c'est que la DSN test a son importance. Ça peut être intéressant de l'envoyer une première fois, si vous continuez à travailler vos éléments. Vous avez le premier moule et vous envoyez. La seule chose, c'est que la vraie DSN, une chose est sûre en tous les cas, c'est que c'est la DSN réelle qui sera testée en entier par tous les organismes. Donc la DSN test a tout son intérêt. La DSN réelle, c'est pour ça depuis le début, vous avez bien remarqué qu'on vous pousse à essayer d'anticiper, d'envoyer le plus tôt possible votre DSN réelle, parce que les contrôles s'ajoutent, et qui dit contrôle qui s'ajoute, dit correction ou peut-être cohérence à vérifier en fait, et à corriger. Tout à fait. Donc, je vois qu'il est 10h07. On avait prévu donc de faire ce webinaire sur un volume d'1 heure. On a dépassé de 7 minutes, mais pour les bonnes causes, parce que je vois que les questions ont été nombreuses, les réponses aussi. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir largement participé à ce webinaire qui montre l'intérêt, en fait, et la qualité du travail de nos équipes. Donc, on retient l'idée de pouvoir faire des short sessions sur des thèmes précis. Ça peut être l'objet d'un questionnaire qu'on peut envoyer auprès des clients avec des thématiques présélectionnées sur lesquelles il vous suffira de cocher. Et du coup, on peut organiser ce genre de séminaire avec plaisir. Les équipes sont là pour ça. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux ce matin. Donc, bien sûr, vous allez recevoir l'intégralité de ce webinaire qui est enregistré en fait aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Synergis. Donc, il suffira d'aller sur notre page YouTube et vous allez retrouver l'intégralité de ce webinaire et ainsi toutes les publications de Synergis. Voilà. Pour ceux qui voudraient revoir des sessions, je vous invite à y aller. On vous renvoie, donc, comme l'a expliqué Thomas, le slide. Et on va mettre à jour donc le lien sur la DSN, sur le guide DSN. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier. Merci Thomas. Merci Nicolas pour la qualité du boulot. Et puis on se retrouve à très vite avec un nouveau format, si on tombe d'accord sur la thématique. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et passez une bonne journée.